Bonjour à tous. Bonjour de nous avoir rejoints. Alors, il est 11 heures. Vous êtes quelques participants. On va attendre pour démarrer le webinaire. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le télétravail à l'international, mode d'emploi. On va balayer les risques employeurs notamment. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat et de quelle entreprise vous êtes, par exemple. Et bienvenue. On va attendre quelques minutes. Alors, donc moi, je n'ai pas la visibilité sur vos bonjours, mais je l'aurai en replay. Le webinaire sera disponible en replay. Et on va se présenter dans une minute. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Saïdou. Bonjour Loïc. Donc vous êtes certainement soit dans une actualité vibrante de recherche de solutions de télétravail à l'international pour vos collaborateurs, soit dans une réflexion de fond. Et c'est un sujet qui ouvre à différentes problématiques effectivement juridiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et ça va être intéressant de pouvoir en faire le tour. Bonjour Karine. Bonjour Mounia. Bonjour Adba. Donc Karine qui est avec nous en réflexion dans les réseaux ADN Ouest, en réflexion sur les nouveaux modes de gouvernance et d'organisation. Bonjour Rémi, auteur du site proxytravail.fr. Bon, on démarre ? Donc, bienvenue à tout le monde et merci d'être là aujourd'hui. On va commencer par se présenter brièvement. Je suis aujourd'hui avec Guénaël et Isabelle et je suis moi-même Myriam, donc de la Holy Team, de l'équipe Holyworking en charge de l'accompagnement des employeurs sur le modèle Holyworking. Guénaël et Isabelle, dites-nous rapidement qui vous êtes, votre fonction, votre entreprise, s'il vous plaît. Alors, donc moi, je suis Guénaëlle Lechat, je suis responsable RH chez RCA, qui est un éditeur de logiciels nantais. Nous sommes éditeurs de logiciels à destination des experts comptables et nous sommes une entreprise de 250 salariés. Merci. Et Isabelle ? Alors, bonjour, Isabelle Sévier-Pluyette, avocat associée du cabinet d'avocats Cornet-Vincent Ségurel, qui est un cabinet de à peu près 300 personnes, qui existe depuis plus de 50 ans maintenant, et qui est pluridisciplinaire pardon, j'étais troublée. Et je suis spécialisée dans toutes les questions liées à l'activité professionnelle ou à l'investissement transfrontalier, donc avec des éléments juridiques, fiscaux, sociaux, de toute nature. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, autour de cette table du RH et du social, pas de pro de la communication, on vous demande toute votre indulgence, mais on sera ravis en revanche de partager expérience de RH et expertise sur le droit social notamment, et sur tous les sujets impactés par la mobilité internationale. Pourquoi avoir invité Guénaël et Isabelle aujourd'hui ? Tout simplement, le télétravail à l'international est notre cœur de métier chez Holyworking. Nous accompagnons les employeurs sur la construction d'une offre collaborateur qui soit pertinente pour votre entreprise. Et dans ce cadre-là, nous avons une solution clé en main qui permet d'accompagner et de sécuriser la bonne poursuite de la mission professionnelle à partir de l'international de vos collaborateurs en contrat de travail français, en évitant le risque juridique d'employeur, la charge administrative et le coût financier lié à ces nouvelles mobilités.
C'est important effectivement de prendre le lead sur cette offre collaborateur pour ne pas travailler qu'en réaction, hein. Ça a été beaucoup le cas pendant le Covid, et l'idée, c'est effectivement de tirer le meilleur parti de cette opportunité, de proposer des expériences de vie riches et immersives, à l'international. Donc moi-même, j'ai vécu à l'international pendant de nombreuses années, et je suis convaincue comme Gaël Brisson, le fondateur d'Hollyworking, que ce type d'expérience est bénéfique non seulement à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Et c'est en ça qu'on s'engage à créer des expériences qui soient sécurisées et riches. Donc nous allons parler responsabilité employeur et mise en œuvre d'une offre collaborateur au sein d'une entreprise. Vous êtes sans doute nombreux à chercher des solutions pour répondre aux attentes des collaborateurs. Aujourd'hui, on a choisi de ne pas diffuser de slides en arrière-plan. En revanche, on a diffusé avec Parlons RH il y a quelques mois un guide pratique du télétravail à l'international qui vous donne des clés et qui est aussi plus étoffé que ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Je pense que mes collègues vont partager un QR code sur l'écran qui va vous permettre de télécharger ce guide-là, et vous aurez peut-être le lien aussi dans le chat de l'événement. On est ensemble pour une présentation jusqu'à 11h40 environ, et ensuite nous répondrons à vos questions. Donc n'hésitez pas. Les questions sont souvent nombreuses, alors n'hésitez pas à les poser en direct live pour pouvoir partager avec tout le monde, et aussi ensuite à les poser si vous en avez de nouvelles demain ou plus tard directement aux différentes interlocutrices. Juste pour la petite histoire, parce que Isabelle n'est pas là par hasard, Isabelle a chapeauté le groupe de travail qui s'est penché sur la demande un peu exotique à l'époque de Gaël Brisson de répondre à ce besoin employeur d'encadrer et d'adresser des projets personnels de ses collaborateurs à l'international en télétravail. Comment est-ce que, Isabelle, comment est-ce que s'est passée la rencontre et pourquoi vous avez travaillé sur ce sujet? Alors oui, effectivement, c'était assez challengeant à l'époque puisque c'était en plein milieu de Covid. Et Gaël est venu nous voir. Cornet Vincent Ségurel, c'est un Nantais. Il s'est adressé au bureau de Nantais qui a constitué une petite équipe de spécialistes dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Et il nous a fait travailler en challengeant chaque jour pour trouver une solution qui soit sécurisée d'un point de vue juridique. Donc, tant du point de vue droit du travail, sécurité sociale, droit fiscal, juridique aussi. Et ça a été très, très intéressant, très innovant, puisqu'on était confrontés, nous, à notre droit et aux risques. Aujourd'hui dans un univers quand même très réglementé, un univers très international, donc forcément très varié, très variable, et puis à Gaël qui a une culture d'entreprise, de business, et il tenait intuitivement à cette solution, et il voulait qu'on arrive à quelque chose qui soit qu'il puisse offrir aux entreprises, puisqu'il connaît aussi quand même par son histoire beaucoup d'international. Et il a constitué autour de lui une équipe qui a également un focus international. Donc ça a été une période très intéressante. On est arrivé à quelque chose. Et puis ensuite, Hollyworking s'est développé, je crois, avec de jolis succès. Et un grand bravo à toute l'équipe dynamique et qui croit à ce projet-là, très engageant. Donc, c'est une très jolie histoire. Voilà. Je confirme la densité de réflexion, de veille juridique au quotidien de l'équipe Hollyworking. Effectivement, nous partageons ces valeurs-là qu'on a re-questionnées récemment avec toute l'équipe qui est là depuis le début. Donc, les valeurs d'Hollyworking sont la responsabilité, l'ouverture d'esprit et la facilitation.
et je pense qu'on est toujours alignés après avoir envoyé 80 collaborateurs de nos employeurs clients. Et on est vraiment ravis de cette réalisation. Donc, Guénaëlle, penchons-nous sur l'exemple pratique de la mise en place d'Hollyworking, de l'offre collaborateur Hollyworking au sein de RCA. À quoi correspond au départ la culture d'entreprise RCA et cette volonté d'offrir ce type d'expérience aux collaborateurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, je pense simplement que le point de départ pour RCA de ce concept Hollyworking qui aujourd'hui est décliné, ce point de départ, il est associé à la mise en place du télétravail. C'est vrai qu'effectivement, c'est le point de départ initial. Donc ça, c'est largement diffusé au moment du Covid, comme pour beaucoup de structures. On a effectivement la chance d'avoir des collaborateurs qui sont qui ont tous la possibilité de télétravailler aujourd'hui, quel que soit leur métier, et très à l'aise sur les outils numériques. Donc ça, c'est effectivement un point de départ. On a vu effectivement que pendant le Covid et depuis, le télétravail fonctionne très bien chez nous. Et ça fonctionne très bien parce que je pense qu'il y a une culture chez RCA qui est vraiment basée sur la confiance et sur l'autonomie des collaborateurs. Donc, en fait, de manière assez naturelle, dès l'été 2020, on a proposé aux collaborateurs qu'ils souhaitaient, enfin, en tout cas, on a certains collaborateurs qui nous ont dit, depuis le Covid, je souhaite quitter Nantes et m'installer un peu plus au sud, etc. Rejoindre ma famille, c'est souvent des raisons familiales et personnelles. Et donc, on a ouvert la possibilité du home office. Et lorsqu'effectivement, on est arrivé, j'ai entendu parler d'Hollyworking par une collègue, en fait, qui m'en a parlé. Eh bien, je me suis intéressée au concept en disant, OK, je pense qu'effectivement, ça peut répondre à des besoins en interne de collaborateurs qui aspirent à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Le télétravail fonctionne bien, le home office fonctionne bien. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour ce télétravail à l'international. Donc, penchons-nous sur la question. Et c'est comme ça, effectivement, que ça s'est mis en place. Notre culture, elle n'a pas changé, qu'on travaille en présentiel, qu'on travaille en télétravail, qu'on télétravaille à l'international. C'est vraiment ces deux valeurs ou cet équilibre entre la confiance et l'autonomie qui fait que les choses fonctionnent bien. Et puis, on en parlera sans doute un petit peu après. On a évidemment mis un cadre en place avant effectivement de pouvoir en parler un peu plus précisément aux salariés. Aux salariés. Merci beaucoup. Donc, en effet, ça correspond bien à une culture d'entreprise et effectivement à la capacité de réaliser son travail à distance, que la culture d'entreprise soit plutôt présentielle ou télétravail dans le quotidien français. Il y a pas de problématique à partir du moment où le management est aligné, en effet, sur la confiance et l'autonomie au poste. Isabelle, quels sont les risques principaux? On va entrer dans le vif du sujet, c'est les questions, je pense, que se posent nos collaborateurs. Les risques juridiques qui sont inhérents à ce nouveau statut et ces nouvelles demandes de télétravail à l'international. Alors, ils sont multiples, malheureusement, mais tout ça repose sur le fait qu'on peut les organiser, on peut les anticiper. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, je dirais. Plus précisément sur le risque, je dirais en ordre chronologique, il y a un risque en termes d'immigration quand on part à l'international, que ce soit en télétravail ou pas. Il faut savoir si on a le bon titre de séjour et de travail, les bonnes autorisations dans le pays où on va aller télétravailler. Donc ça, c'est la première chose. Beaucoup de personnes se sont imaginées qu'avec un visa touriste, on pouvait travailler. Non, un visa touriste, on est touriste, on ne travaille pas. Donc voilà, il y a parfois des petites incompréhensions ou je dirais légèreté de certains. Et ça, c'est le premier risque qu'il faut anticiper puisqu'il peut avoir des conséquences assez importantes dans le pays, je dirais, d'accueil. Ensuite, il faut savoir, quand on travaille, ça génère en principe un assujettissement aux charges sociales. Donc, où est-ce que je cotise? Est-ce que je cotise toujours en France, qui est le lieu où j'ai eu mon lieu de travail antérieur et mon employeur, ou est-ce que je cotise dans le pays d'activité? Ensuite, est-ce que cette couverture sociale, on va imaginer qu'elle est payée localement, est-ce qu'elle me couvre suffisamment sur des risques, notamment santé, sécurité, et ensuite en pratique, comment se passe le risque de couverture, maladie, rapatriement, etc. Donc c'est des petites choses de la vie
sur lesquels il est assez important, enfin très important, d'avoir une sécurité juridique réelle pour l'employeur, parce qu'il reste toujours obligatoirement responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés. Que ces salariés soient en France ou à l'étranger, il a toujours une obligation vis-à-vis d'eux. Et ensuite, forcément, il faut quand même penser, qui dit télétravail, dit effectivement, comme l'a dit Guénaël, organisation d'un télétravail à distance, donc avec un accès à distance aux données de la société. Il faut s'organiser de façon très prudente sur le respect, la confidentialité des données de l'entreprise qui vont être, je dirais, à distance. Donc tous ces sujets-là, il faut aussi bien les organiser, puisque ça peut générer de gros risques, on le sait aujourd'hui en termes informatiques et accès aux données. Et puis, il y a l'aspect aussi, télétravail veut parfois dire isolement pour certains, c'est-à-dire qu'on est déconnecté de son pays d'origine, de sa famille parfois, si on y va seul, de ses liens avec ses collègues, et certains peuvent à un moment donné décrocher. Donc, je parlais tout à l'heure de la santé au travail, ça en fait partie. Il y a un risque un peu plus accru, entre guillemets, quand on est en télétravail à l'étranger. Donc voilà, tout ça, c'est les risques qu'on peut trouver relativement aisément à l'étranger. Sur le plan fiscal? Voilà, alors j'allais y venir. Merci Myriam. On a bien prêché la bonne parole. Sur le plan fiscal, il y a deux risques complémentaires. D'une part, l'impôt sur le revenu qui est lié à la perception d'une rémunération dans un pays. Est-ce qu'on est toujours assujetti à l'impôt français? Est-ce qu'on a perdu sa résidence fiscale française ou est-ce qu'on en a acquis une localement? Et le deuxième risque, on ne s'en rend pas forcément compte en télétravail à l'étranger, mais il y a le risque de fiscalité pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un salarié qui travaille dans un autre pays, ça va générer une production d'activité et le pays d'accueil peut considérer que c'est une base taxable et donc avec toutes les conséquences, je dirais, administratives de dépôt de liasse fiscale et d'assujettissement à l'impôt local. Donc, en effet, on a balayé, je pense, les différents domaines juridiques et les différents risques liés à ce télétravail à l'international, hein, qui sont le cœur du cadre contractuel que vous avez construit à la demande de Gaël. Quelles sont les recommandations? Alors, on va pas entrer dans le détail, mais pour mettre en place le télétravail à l'étranger. Alors, la première chose, c'est de le savoir, enfin de l'organiser, de l'anticiper et de l'organiser de façon juridique, contractuelle, c'est-à-dire il faut à minima faire un avenant au contrat de travail avec le salarié pour que chacune des parties connaisse les modalités, les nouvelles modalités d'exercice du travail. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, il faut s'assurer que la couverture sociale, les obligations de l'employeur sont bien organisées et bien remplies, à la fois en France et à la fois dans le pays d'accueil. Donc ça veut dire des démarches administratives, des enregistrements éventuellement, et la souscription de contrats d'assurance complémentaires s'il y a besoin en termes de couverture sociale. Est-ce que ce télétravail peut être imposé au manager et au management qui va supporter le poids de la bonne gestion de la relation de travail à distance? Alors, c'est une décision de l'employeur d'accepter ou pas le télétravail. On ne peut pas imposer du télétravail, ça c'est la législation française. Il faut savoir aujourd'hui que la législation française n'a pas organisé un régime de télétravail, il y a quelques textes, et a laissé au contraire les employeurs, les entreprises organiser comme elles le souhaitaient, selon leur industrie, selon leur activité, le télétravail, aussi bien en France qu'à l'international. Ce n'est pas une obligation d'accepter un télétravail à l'international. Si on l'accepte, on revient toujours à la même chose, il faut l'organiser
l'anticiper et ne pas forcément se dire que le télétravail français, les règles françaises, vont s'appliquer de la même manière à l'international. Il y a beaucoup de spécificités, beaucoup de complexité, et donc pour moi, c'est un traitement qui doit être fait de façon différente. Sur les managers, c'est une excellente question, Myriam, parce que souvent en pratique, il peut y avoir des incompréhensions entre la direction, les RH, le salarié et les managers, qui, eux, vivent au quotidien une relation avec le salarié en principe. Il faut donc, à mon sens, les mettre forcément, je dirais, dans le bateau. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent, il faut absolument qu'ils comprennent quels sont les enjeux et les risques. Et la deuxième chose, les responsabiliser également là-dessus. Comme le télétravail en France, le télétravail suppose un mindset, je dirais, important des parties, c'est-à-dire le manager et le salarié, pour que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de difficultés, d'incompréhension. Et autre chose, parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, des managers ont accepté, sans en parler à la direction ni au RH, des situations de télétravail, temporaires ou un peu plus permanentes. Et à un moment donné, l'entreprise se trouve dans des difficultés très importantes pour revenir en arrière et pour remplir ses objectifs posteriori. Tout le monde le sait, les régularisations, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus coûteux. Donc, intégrer tout de suite les managers et en faire, je dirais, un axe d'entreprise est extrêmement important. À la fois sur la permissivité, les conditions de bonne application, pour que les choses soient bien comprises par les différentes personnes de l'entreprise. Par tous. Merci beaucoup Isabelle. Donc nous avons effectivement cette solution packagée Holyworking qui correspond à la mobilité internationale des collaborateurs pour convenance personnelle, hein, qui se distingue en ça des mobilités internationales classiques qu'on connaît de détachement et d'expatriation. Guénaël, vous avez pris le lead sur cette proposition-là et vous avez construit cette offre. Donc, vous pourrez, vous qui nous écoutez, peut-être vous identifier au cas de Guénaël, mais sachez qu'on vous accompagne à construire cette offre en fonction de votre secteur d'activité, de votre culture d'entreprise. Ça ne sera pas nécessairement exactement comme Guénaël l'a fait, mais je veux bien que vous nous partagiez, Guénaël, les étapes de mise en place et le process interne que vous avez mis en place. Sachant que on en parlera peut-être rapidement à la fin, mais vous avez aujourd'hui les premiers collaborateurs Holyworkers. Exactement. Effectivement, je pense que ce que vous dites, Myriam, est excessivement important. Ce que nous, on a mis en place, ça nous convient à nous et ça s'est fait dans le contexte qui est le nôtre, dans le secteur d'activité qui est le nôtre, où effectivement les collaborateurs sont tous très connectés et avec une autonomie marquée sur leur poste, mais quand même un certain nombre de rituels, ce qu'on appelle chez nous des daily ou des hebdos, donc des points en équipe au quotidien ou de manière hebdomadaire qui permettent quand même de se recaler avec l'équipe, qu'on soit sur site, une nouvelle fois, en télétravail à Nantes, région nantaise, et puis à l'autre bout du monde. Donc nous, effectivement, quand on a réfléchi à cette nouvelle offre que l'on souhaitait proposer à nos collaborateurs, on y a mis des conditions qu'on a appelées des conditions d'éligibilité, à minima être en CDI, donc c'est 99% de nos salariés, avoir une ancienneté que l'on a positionnée sur un curseur de 18 mois, parce qu'on trouvait qu'effectivement, un collaborateur qui arrive, vous allez me dire, il nous arrive de recruter des collaborateurs en home office à l'autre bout de la France, mais quand même régulièrement, on les fait venir à Nantes. Donc là, pour partir à l'étranger, on avait besoin de ce critère de 18 mois pour se connaître, s'assurer effectivement que la personne est à l'aise sur son poste, a acquis les codes de communication interne, les fameux rituels, et puis effectivement à créer suffisamment de liens avec l'équipe pour que les choses se passent de manière fluide aussi, de manière un peu plus distante, et en fait distante dans le temps. Donc pour nous, effectivement, cette ancienneté de 18 mois, on y associe une autonomie au poste. On a exclu quelques populations, donc, à savoir les personnes qui sont en contact client. Donc j'entends par là client interne et client externe. La fonction RH, par exemple, n'est pas éligible, liée au fait que nous sommes en contact avec nos clients internes, à savoir les salariés ou les futurs clients internes des candidats. Et puis les commerciaux, par exemple, pour prendre une population qui est facilement identifiable aussi. Même si aujourd'hui,
ils font des rendez-vous évidemment en distanciel. On a quand même besoin parfois d'avoir des rendez-vous en présentiel, d'être présent sur des congrès, des salons, des choses comme ça. Donc, les commerciaux non plus ne sont pas éligibles. On a choisi également de proposer des destinations qui soient relativement synchrones avec la France. Donc, on a exclu de ce fait-là certaines destinations comme le Canada, comme l'Amérique du Sud, etc. Mais on propose quand même plusieurs destinations européennes et africaines, île Maurice, voilà, et plusieurs îles. Moi, j'ai émis aussi une volonté, et les managers m'ont évidemment accompagné là-dedans, c'est que je souhaitais que le collaborateur qui parte, c'est son choix. C'est le choix qu'il fait pour une durée déterminée de 3 à 12 mois. Mais je souhaitais, et je souhaite encore, que le départ du Holy Worker n'ait aucune incidence, aucun impact sur le reste de l'équipe. Voilà, si certains choisissent d'avoir des enfants, c'est leur choix à eux et ça ne doit pas impacter le travail de l'entreprise. Bah, c'est pareil quand on part en Holy Working, même si c'est effectivement temporaire, ce n'est pas à l'entreprise de s'adapter. Donc pour ça nécessite un cadre et un engagement du collaborateur. Donc effectivement, nous, après avoir communiqué sur les conditions d'éligibilité, je ne sais pas si on reviendra après peut-être sur la manière dont on a communiqué en interne peut-être que vous m'interrogerez, Myriam, là-dessus, mais en tout cas, nous, on a souhaité mettre en place une commission home office. Donc, un collaborateur qui exprime un besoin, bien souvent, il vient nous voir, il va voir son manager, il voit, dans la mesure du possible, quelles sont les échéances envisageables. Il vient gratter à la porte des RH en disant, voilà, j'ai un projet, voilà. Puis les choses se font de manière assez fluide, hein. En tout cas, pour le moment, ça s'est fait comme ça. Et puis, une fois qu'effectivement le projet est établi, moi je demande aux collaborateurs de poser son projet par écrit et de nous envoyer une demande. Voilà, je souhaite partir en Holy Working sur telle destination, sur telle période, seul, en famille, voilà. Et effectivement, une fois que j'ai cette communication écrite, j'organise avec le collaborateur demandeur, son manager et puis moi en tant qu'RH, ce qu'on appelle une commission home office. Hein, alors ça paraît très officiel, mais c'est quand même pour montrer que on veut s'écouter, on veut se parler les yeux dans les yeux une nouvelle fois et poser un cadre qui est un cadre. Il va y avoir une partie écrite, mais il y a aussi forcément un tacite accord. Et il n'y a rien de tel que de se parler les yeux dans les yeux pour aborder l'ensemble du projet. Moi, je parle de cet isolement, et notamment quand le salarié part seul. J'ai besoin d'être rassurée là-dessus, parce que même si je veux bien aller à l'autre bout du monde voir comment va le salarié, aujourd'hui, ce n'est pas dans les projets, pourtant j'aimerais. Voilà, donc il y a vraiment nécessité de s'accorder, d'alerter aussi le manager, le collaborateur sur comment vous allez vous organiser. Vos réunions aujourd'hui, elles sont à 9h, compte tenu du décalage horaire de 2h. Est-ce que c'est clair pour toi, salarié partant, que il va falloir te lever un peu plus tôt et t'adapter aux horaires français. Donc on aborde tous ces points-là. J'impose aussi que le collaborateur pose une période de vacances, c'est-à-dire que certes, il part télétravailler là-bas. Tant qu'à faire, hein, s'il part à l'autre bout du monde, c'est pas pour être focus sur son clavier H24, sur le temps de travail, bien sûr, mais en tout cas qu'il puisse aussi avoir des vrais temps où il profite de la situation et qu'ils puissent aussi nous en faire profiter à distance. Mais on reçoit comme ça quelques cartes postales numériques qu'on diffuse en interne et qui sont plutôt bien appréciées, bien appréciées par les collaborateurs. Ça nous apporte un peu de soleil ici à Nantes. Super. Et rapidement, pourquoi quelle est la valeur ajoutée d'Holy Working en dehors du cadre contractuel et de la faisabilité juridique, effectivement, de cette poursuite de relations de travail à partir de l'international? Dites-moi. Alors, il y a 2 points majeurs. Le premier, c'est que, en fait, moi, je n'y connais rien. J'ai pas forcément la bande passante pour mettre en place ce genre de process-là et pour le mettre en place de manière carrée, sécuritaire pour le collaborateur sortant, autant que pour moi en tant qu'employeur. Donc, m'appuyer sur une structure comme Holy Working, qui s'est fait accompagner par un cabinet d'avocats, eh bien, c'est évident que pour moi, ça a été une sérénité d'esprit qui n'est pas neutre, dans la charge qui est la nôtre côté RH. Et puis, un autre point qui me semble être majeur dans cette notion où je ne veux pas qu'il y ait d'impact sur le reste de l'entreprise, je ne veux pas non plus que ce soit un avantage déguisé pour certains collaborateurs qui peuvent se le permettre de par leur fonction, de par leur situation familiale ou autre. Mais je veux que ce soit très égalitaire dans le traitement et donc du coup il n'y a pas de surcoût pour nous employeurs.
Et ça, effectivement, moi, si un salarié vient me voir et un commercial, par exemple, ou quelqu'un de mon équipe RH, dit bah, moi, je suis déçu, je peux pas y participer. C'est pas juste. D'ailleurs, il y a les avantages pour les autres et pas pour moi. Non, il n'y a pas d'avantages pour les autres. D'ailleurs, lui, il doit quand même se lever un peu plus tôt pour se caler sur tes horaires. Et nous, RCA, ça ne nous coûte pas plus cher. Voilà, donc ça, c'était vraiment les deux points importants. Et franchement, pour l'avoir pratiqué aujourd'hui pour 2 collaborateurs et demi, puisqu'on en a 2 actuellement à l'étranger, une 3e personne qui partira en janvier, on a vraiment une mise en place qui s'est passée de manière très fluide. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, très bien, très très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, alors on va revenir très rapidement sur effectivement les étapes du process peut-être administratif, comme vous le disiez, Guénel, mais Isabelle, revenons sur un plan juridique. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience, alors parce qu'on n'aura pas le temps de tout balayer, mais bien sûr, j'imagine que vous pouvez partager et conseiller les employeurs qui s'intéressent à ce sujet. Mais est-ce que vous pouvez juste nous parler d'une anecdote, d'un exemple pratique d'une situation, je dirais, litigieuse de télétravail à l'international? Oui, alors si vous me permettez, Myriam, je vais en citer 2. En fait, juste pour expliquer en pratique ce qui peut arriver. Il y a un premier dossier où en fait, qui est arrivé chez nous par les RH, mais un petit peu tardivement, où en fait les RH se sont rendus compte qu'ils avaient un salarié qui était en Indonésie depuis plusieurs mois. Ils n'étaient pas du tout au courant. Ce n'est pas un sujet de responsabilité au niveau interne de l'entreprise, mais c'est factuel. Et en fait, elles se sont aperçues qu'il y avait ce salarié en télétravail en Indonésie parce que le salarié a eu un petit problème sur son ordinateur, il n'avait plus à se connecter, il n'avait plus accès aux données. Donc, il a appelé le service informatique qui s'est aperçu qu'il y avait un gros virus qui avait été mis en place sur l'ordinateur, qui lui ont demandé d'aller porter plainte parce que pour le dossier d'assurance, c'était important. Donc, c'était un garçon, il va porter plainte auprès des autorités locales qui commencent à lui poser des questions pour instruire tout ça. Et petit à petit, de fil en aiguille, les autorités indonésiennes ont commencé à réaliser qu'il y avait une situation de télétravail, travail constant, effectif sur leur territoire, et que les obligations, notamment d'immigration, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, alors ça date de 2 ou 3 ans. Ah, alors on a perdu Isabelle. Isabelle, est-ce que vous revenez? Bon, on va poursuivre et puis on reviendra sur le cas de Bali avec Isabelle, je l'espère, parce que le teaser était très bon. Pardon, Isabelle. Isabelle, les autorités indonésiennes ont commencé à considérer qu'il y avait un établissement stable d'un point de vue fiscal en Indonésie. On demandait de l'impôt sur les sociétés, on demandait, alors ce n'était pas tant les charges sociales qui étaient problématiques, mais de fil en aiguille, c'est devenu un dossier administratif épouvantable à gérer pour l'entreprise à cause d'une faille informatique. Le deuxième exemple, c'était plus, alors là c'était plus un jeune entrepreneur qui a monté sa société et finalement il a décidé de passer 6 mois au Brésil. Donc, du Brésil, il gérait sa société, c'était super, il avait sa paillote. Bon, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais c'était un peu ça quand même la configuration qu'il souhaitait. Il passait à peu près 6 mois de l'année, plus ou moins, au Brésil. Il gérait sa société, il demandait à ses administrateurs de venir au Brésil faire les conseils d'administration. Et il s'est retrouvé petit à petit dans une situation inextricable où le Brésil lui a dit « Mais monsieur, vous êtes l'organe de décision de l'entreprise, vous êtes au Brésil, donc nous considérons qu'il y a un établissement stable. » Alors je ne prends que l'argument établissement stable, parce que souvent c'est le plus coûteux, entre guillemets, quoique, mais il y a plein de petites histoires comme ça, où en fait sur un petit détail, on se retrouve avec une situation à gérer sur plusieurs aspects de droit
qui sont extrêmement complexes à régulariser face à des autorités locales qui sont un peu susceptibles, puisqu'ils considèrent que, en fait, les Européens, les Occidentaux, viennent dans leur pays sans vouloir appliquer ou en tout cas respecter leurs propres règles. Donc c'est toujours un peu compliqué à résoudre ce type de choses. Donc je ne sais pas si c'est très rigolo comme histoire, mais en tout cas ce sont des histoires de la vraie vie. De Et la c'est vraie pour vie. ça que ma conclusion, elle reste et elle demeure. Il faut absolument en parler. Ça peut être quelque chose, si c'est bien organisé et bien géré, c'est une expérience super à vivre, très bonne pour l'IRH et Genaël en a parlé de façon super et très enthousiasmante. Mais il faut absolument ne pas prendre ça à la légère et communiquer en interne et se faire accompagner. J'ai été peut-être un peu directe sur la conclusion, Myriam, Non, mais c'est mais très c'est un peu bien. ça l'histoire. C'est très bien, merci. Et on voit en effet Ah, qu'il y je a, vous ai perdu. Ah, alors, je pense qu'on m'entend encore. Guénel, Oui. on s'entend encore. Oui. Il y a peut-être des chutes de Ouais. réseau côté Isabelle. Donc, c'est important de voir effectivement la complexité de ces risques juridiques engendrés. Et dans le scope de la poursuite de la mission professionnelle dans de bonnes conditions, je rappelle que, outre les assurances, outre le cadre contractuel, l'accompagnement du collaborateur sur les plans immigration et mise en conformité légale locale et intégration au tissu social local, l'espace de coworking est un pilier important de sécurisation de cette bonne poursuite de la mission professionnelle et évite aussi en partie l'isolement social et de rompre avec la dynamique professionnelle. Donc, pour terminer, parce qu'après on va laisser place aux questions. Donc, on a eu une petite notif d'un utilisateur LinkedIn qui nous disait Bali, le meilleur endroit pour vivre et travailler. En effet, et à Bali, notamment, on a des solutions d'immigration qui sont des solutions de visa business qu'on utilise pour permettre le télétravail au bout du monde, avec notre Holy Coach Ayou qui fait un formidable travail d'accueil et de mise en relation avec le tissu local. Donc, Guénel, rapidement, à quoi avez-vous eu à faire face en termes de crainte ou de réflexion? Est-ce qu'il y a eu des moments, des questions que vous vous êtes posées ou des moments compliqués dans la mise en place de cette offre-là? Aucun. Enfin, je réfléchis, hein, je suis en dire, est-ce qu'en interne ou en fait, non, les choses se sont vraiment mises en place de manière très fluide, que ce soit lorsque j'en ai parlé à ma direction. Je me suis dit, voilà, peut-être que certains peuvent avoir des réticences, ce qui peut s'entendre, et je vais essayer de les lever, mais je n'ai même pas eu à faire face à cette difficulté-là. Bon, les collaborateurs, effectivement, un certain nombre se sont manifestés en disant c'est super, ça m'intéresse. Il y a des projets qui aujourd'hui ont abouti, d'autres qui n'ont pas abouti. Certains ont pu passer en commission home office, et puis je pense à un salarié qui souhaitait partir avec sa conjointe et ses 2 enfants. Finalement, voilà, son projet sera autre, donc le projet n'a pas abouti, mais on lui avait donné notre accord. Voilà, donc ça a suscité pas mal d'échanges, et ça, c'est toujours riche, et pour nous, RH, c'est aussi ce qui nous anime dans nos métiers. Donc, ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et puis, sur la mise en place vraiment concrète, lorsque notre premier Holy Worker est parti il y a maintenant 2 mois et demi, donc dans les mois qui ont précédé, je me suis vraiment sentie sur des rails. Donc, j'adorerais que mes projets RH dans l'ensemble se passent de manière aussi fluide. Je pense que voilà, si j'ai un qualificatif, c'est fluidité et du coup sérénité, Voilà. ce qui est vraiment un cadeau. Sachant que Genaël a accompagné en même temps le premier projet Holy Worker et un déploiement de SIRH. Ouais, tout à Effectivement, au niveau de la bande passante, c'était bien que ce soit fluide sur cette offre collaborateur. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ou on passe aux réponses aux questions? Non, c'est très bien. Ouais, très bien. Ça vous va? Pas de frustration, hein, même si on a effleuré
que ce soit voilà, la partie culture d'entreprise et ce qui fait qu'on a envie de proposer ça à ses collaborateurs et comment on s'y prend, et la partie risque juridique, je pense qu'Isabelle pourrait en parler des heures. Donc, on va passer aux questions. Je vais essayer de, de répondre à vos questions. Alors, une petite question concernant les pays non éligibles. Est-ce que la Guyane française est exclue également dans l'exclusion de l'Amérique latine? Si oui, y a-t-il une raison particulière? Alors, effectivement, les problématiques que nous adressons avec la solution Holyworking et cette offre collaborateur, c'est exclusivement dans les pays étrangers. Donc la Guyane française, comme la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique, sont des départements français dans lesquels vos collaborateurs peuvent aller télétravailler ou non selon vos accords télétravail en vigueur. Nous, on accompagne à l'étranger, donc on a en effet une vingtaine de pays ouverts sur lesquels nous avons la solution complète Holyworking, c'est-à-dire avec la prise en charge des problématiques locales, immigration, mise en conformité et accueil dans le pays et immersion. On a bâti tout un écosystème dans ces pays-là, mais on est aussi capable d'adresser des demandes, par exemple suivi de conjoints expatriés ou retour dans un pays dans lequel on a déjà habité. Donc c'est un choix de destination très particulier pour le collaborateur. S'il ne fait pas partie des destinations Holyworking, on va mener l'étude juridique de la solution d'immigration qui nous est apportée et des exigences sociales, notamment locales, et voir si on peut poser le cadre contractuel et toute la partie assurantielle pour accompagner ce projet-là. Donc, dans tous les cas, on sera aux côtés de l'employeur pour adresser, étudier les demandes entrantes et faire en sorte qu'on trouve des solutions ensemble qui passeront soit par Holyworking, soit on vous conseillera une autre manière de faire, qui peuvent aller jusqu'à un changement de statut ou autre, hein. Mais l'important, c'est de trouver des solutions ensemble. Et c'est ça la première valeur ajoutée de proposer l'offre à vos collaborateurs, c'est d'ouvrir le dialogue et de faire en sorte que vos collaborateurs sachent que vous êtes co-constructeurs de solutions et qui vont pouvoir porter à votre connaissance des projets qui leur sont personnels. Alors, il y avait une question. Si la DSI est au point au niveau de la sécurité sur les VPN, alors il est impossible pour un salarié de se connecter aux outils hors de France sans avertir au préalable l'entreprise. Un moyen de ne pas être prise au dépourvu. Merci beaucoup, Hélène. En effet, ça fait partie des bonnes pratiques qu'on met en place et sur lesquelles on conseille, puisque Gaël Brisson, qui est le fondateur de Holyworking, c'est son métier d'origine, et il y a des bonnes pratiques à mettre en place pour éviter les déconvenues de ce type. Alors, on avait d'autres questions. En quoi est-ce mieux de faire Holyworking plutôt que de passer par Business France et faire un VIE? C'est une très bonne question, parce que ça permet de trier, alors non pas le bon grain de livret, parce qu'il n'y a pas de mauvais grain du tout via le VIE. Le VIE est adapté. Alors déjà, il y a une limite d'âge, contrairement à Holyworking, mais c'est surtout que ça n'a rien à voir sur le type de mission. Le VIE est une mission d'exploration de marché ou d'activité internationale pour un jeune qui va être porté par Business France avec un cadre contractuel qui est d'ailleurs relativement similaire à ce que nous faisons chez Holyworking, mais on est bien là dans une velléité d'internationalisation de l'activité de l'entreprise et un choix de destination qui va être le choix de l'entreprise. Donc, on est dans le cadre d'un envoi en mission. Et vraiment, je recommande ce statut-là. Voilà, on est très aligné sur ces velléités-là, c'est-à-dire que Erasmus pendant les études, le VIE dans le cadre d'entreprises qui veulent s'internationaliser et qui veulent proposer ces expériences-là à des jeunes,
ou Holly Working, c'est vraiment dans le même alignement. C'est juste un statut différent pour une activité différente. Nous, Oui, on est uniquement sur de l'activité française, l'activité du contrat de travail du salarié qui va être exécuté à partir de l'étranger. voilà. Le VIE, il y a un cadre juridique très précis, très organisé. Le télétravail à l'international comme le télétravail en France, il y a quelques textes législatifs, mais c'est un accord entre, dans le respect des lois, hein, bien sûr, c'est un accord entre l'employeur et son salarié. Donc on est un petit peu dans quelque chose d'un petit peu différent. Je dirais, il y a moins de souplesse sur le Oui. VIE. Vous indiquez sans surcoût pour l'entreprise. Dans ce cas, quel est le modèle tarifaire d'Holly Working? C'est une bonne question aussi. En effet, on a 2 sources de rémunération. On a, le différentiel de charges sociales, c'est-à-dire qu'on va facturer à l'employeur les charges sociales qui ne sont plus dues en France dans le cadre de l'expatriation du régime général de sécurité sociale. Donc l'idée, c'est que le coût de votre collaborateur en France ou pendant son séjour à l'étranger sera exactement le même pour vous. Donc nous, on se rémunère déjà sur ce différentiel de charges sociales, parce qu'on prend en charge la couverture assurantielle à l'international et l'acquittement des cotisations sociales dues. Et du côté du salarié, on va, dès la première étape, faire la simulation de son projet. Et dans la simulation de son projet, on va lui garantir un pourcentage de son salaire net. Donc, il y a un effort consenti, un effort financier consenti par le salarié pour porter aussi la solution, son accompagnement complet. Vous évoquiez l'obligation de faire à minima un avenant au contrat de travail du salarié pour le TT à l'étranger. Est-ce que le fait d'avoir un accord collectif spécifique au TT à l'étranger ne suffit-il pas? Peut-être Isabelle? Oui, alors s'il y a un accord collectif qui prévoit le télétravail à l'étranger, c'est très bien. Néanmoins, de toute façon, il faut toujours faire un avenant au contrat de travail, un avenant de télétravail international pour le salarié. Toujours juridiquement, parce que il faut qu'il y ait je dirais, un accord bilatéral entre l'employeur et le salarié, comme n'importe quelle modification du contrat de travail. Et qui prennent en charge les spécificités de couverture, notamment assurantielle et de conditions de travail, etc. Voilà, on met tous les éléments que les parties ont convenu ou qu'ils souhaitent mettre. Dès qu'il y a une modification du contrat, je dirais entre guillemets souche, il faut l'indiquer dans l'avenant au contrat de travail. Ça évite les discussions, ça évite les mauvaises interprétations, euh, ça établit et ça confirme l'état de confiance de relation. Enfin, je parle sous les conseils et les avis de Guénaël, bien sûr, mais je pense que c'est important de le mettre par écrit le plus précisément possible. Donc, dans le cadre Holly Working, on vous propose cette documentation-là. Et bien sûr, il y a des modifications possibles à apporter à partir du moment où on ne met pas en péril le triptyque contractuel entre l'employeur, le collaborateur et Holly Working. Donc, on a d'autres questions. Même question, Mickaël, sur les pays éligibles, mais pour les pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal par exemple. Donc, à partir du moment où on est sur un pays qui n'est pas ouvert par Holly Working, c'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas le sujet local notamment et migratoire, il faut passer par une étude de faisabilité du projet. Donc, il suffit de nous interroger. On met souvent en place un projet pilote en parallèle de la construction d'une offre collaborateur. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour nous questionner et après un échange avec votre collaborateur, on étudiera la solution d'immigration et les exigences sociales locales. Est-ce que les règles sont les mêmes pour un TT permanent ou pour un TT ponctuel inférieur à 2 mois, par exemple? Les risques sont les mêmes. Alors bien sûr, plus vous réduisez le temps et plus le risque est court, mais il est le même à partir du moment où on est en Europe à plus d'1 semaine
à l'étranger ou hors Europe à partir du premier jour travaillé à l'étranger. C'est-à-dire que c'est le fait d'être en situation de travail à l'étranger qui rend bancale la protection sociale du collaborateur qui reste, elle, complète à partir du moment où le collaborateur est en congé dans le pays. Mais en effet, ce sont les mêmes règles. Enfin, ce sont les mêmes risques. Mm. Quel est l'impact sur les crédits d'impôt? Alors, l'impact sur les crédits d'impôt, on a déjà fait, j'ai déjà accompagné une entreprise qui faisait cette demande de crédit d'impôt. L'impact sur les crédits d'impôt, il est, on peut mettre je dirais dans l'étude des heures apportées à un projet, les heures travaillées par le collaborateur qui est à l'étranger, parce que son contrat de travail reste actif en France et donc il est toujours à la charge de l'entreprise sur la mission sur sa mission de recherche, par exemple, au sein de l'entreprise. Donc ça s'intègre au crédit d'impôt. Donc n'hésitez pas à nous poser les questions, parce qu'on a déjà effectivement accompagné une entreprise qui avait un collaborateur qui travaillait et ça entrait dans le package de demande de ce crédit d'impôt. Y aura-t-il un replay, s'il vous plaît? Bien sûr, il y aura un replay, donc il n'y a pas de problème. Il sera directement sur LinkedIn dès la fin du webinaire. Vous pourrez accéder en allant sur la page de l'événement directement. Est-ce que mon employé souhaite visiter plusieurs pays? Comment cela se passe-t-il? Donc, nous accompagnons les collaborateurs à partir de 3 mois par pays jusqu'à 1 an, tous pays confondus. Donc, plusieurs pays, pourquoi pas. Guénaël, peut-être, vous, à ce sujet, est-ce que vous avez déjà eu des demandes de ce type-là et est-ce que vous avez restreint ou pas? Je ne me souviens plus. Oui, bah, là, on a actuellement 2 Hollyworkers. Un premier qui est parti à l'île Maurice pour 6 mois, une seule destination et une durée définie. Et le second qui est parti il y a 1 mois, donc début novembre, qui est parti pour 1 an avec 3 destinations. Actuellement, il est au Cap-Vert pour 3 mois. Alors, j'ai eu un échange avec lui il y a 10 jours, il était en t-shirt. Et ensuite, il partira 6 mois, donc il est avec sa conjointe. Ensuite, il partira 6 mois à Lisbonne. Et en dernier lieu, il terminera par 3 mois à l'île Maurice. Voilà. Donc, c'est un choix qu'il a fait, qu'il a mûrement réfléchi avec sa conjointe, avec nous aussi, en sachant voilà, qu'on a toujours ce côté synchrone qui pour nous est important. Et puis, il est accompagné à chaque fois. La dernière fois, quand je l'ai au téléphone, il était en contact avec Loli Coach qui va l'accompagner sur Lisbonne. Donc, voilà, 2 mois et demi avant son arrivée, déjà, il y a une prise de contact. Et puis, effectivement, il profite de la localisation actuelle tout en se projetant déjà sur Lisbonne. Voilà. Ok. Et juste pour rectifier, tout à l'heure, vous avez dit dans les îles, sur le continent africain qui est synchrone, vous avez aussi comme choix pour vos collaborateurs l'Afrique du Sud et le Maroc. L'Afrique du Sud est une des destinations phares en termes de fréquentation. Et on a effectivement sur les autres fuseaux horaires des pays très diversifiés pour essayer de répondre à la demande de découverte des collaborateurs, comme l'Argentine, le Mexique, le Canada, la Corée du Sud. La Corée du Sud qui a démarré cette année, mais avec de nombreuses demandes. Voilà, l'Indonésie, on en a parlé tout à l'heure. Merci Guénel. Est-ce que l'accompagnement proposé par Hollyworking concerne que les salariés de nationalité française ou les salariés résidents étrangers peuvent aussi profiter de cet accompagnement? Alors, on a travaillé déjà et on sait le faire avec des salariés résidents étrangers qui peuvent être par exemple en passeport talent pour plusieurs années en France. Il y a une limite de temps, souvent de durée à ne pas dépasser, donc on étudie vraiment au cas par cas ces dossiers-là. On accompagne les salariés qui sont résidents étrangers et qui sont en France pour plusieurs années, à partir du moment, bien sûr, où la période de séjour Hollyworking est incluse
dans la résidence française et avec des titres de séjour qui n'ont pas de modification pendant ce séjour-là. Et bien sûr, on doit étudier la faisabilité des solutions d'immigration que nous apportons dans nos différentes destinations qui peuvent être différentes pour un salarié qui n'est pas de nationalité française, mais on étudie au cas par cas avec plaisir. Je pensais qu'au-delà d'un nombre de jours de télétravail à l'étranger sur 1 an, on basculait sur un contrat d'expatriation. Alors, c'est une très bonne question et ça montre la complexité de ce sujet. Là, dans la question, on a 2 choses. On a expatriation ou détachement qui sont des statuts bien spécifiques de mobilité internationale classiques et qui correspondent à un envoi en mission, à une mutation dans une business unit à l'étranger. Donc, on n'est pas sur du télétravail et de l'activité française. Et puis, on entend souvent parler de 183 jours, de 90 jours, d'une semaine, etc., de 25%, de 50%. Donc, ça correspond en général soit à des sujets de conventions de sécurité sociale entre les pays qui peuvent être complètes sur tous les domaines de la protection sociale ou restreints à certains vieillesses, invalidités. Et ça peut correspondre aussi, ces sujets-là, de nombre de jours ou de pourcentage de temps de travail, ça peut correspondre à des résidences fiscales. Tout est à étudier cas par cas. On a la résidence fiscale aux yeux de la France, aux yeux du pays d'accueil. On a la résidence sociale, les exigences, si on déconnecte, si on expatrie du régime général de sécurité sociale français, est-ce qu'on a l'obligation d'être affilié au régime général de sécurité sociale du pays d'accueil, comme c'est le cas en Europe? Donc, il y a un imbroglio pour des RH qui sont ultra compétents, mais qui n'ont pas étudié ce domaine bien spécifique sur les différentes règles fiscales, sociales. Donc, on ne bascule pas sur un contrat d'expatriation si on n'a pas de vocation à muter dans une business unit, sachant que le contrat d'expatriation inclut, enfin, je parle sous couvert d'Isabelle, mais de l'expertise, mais le contrat d'expatriation est un contrat bien spécifique, donc sortie du régime général de sécurité sociale, rattachement contractuel à destination et couverture des frais engendrés par la mobilité internationale par l'employeur qui en prend l'initiative. Est-ce que Isabelle, j'ai été Oui, oui. On a eu beaucoup d'échanges là-dessus. En fait, le problème, c'est que tout le monde parle d'expatriation, de détachement, mais personne ne dit qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de ce mot-là, en fait. Et comme l'a exprimé très clairement Myriam, expatriation, détachement, c'est soit d'un point de vue droit de la sécurité sociale, soit d'un point de vue contrat de travail, soit d'un point de vue fiscalité. Ça peut être aussi quelque chose qu'on utilise en immigration. Donc, en fait, il y a plein de contextes où le contenu du mot expatriation, détachement est complètement différent. Donc, en fait, plutôt que d'utiliser ces termes-là, c'est qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an. Peut-être que c'est ça qu'il y a dans la question de la personne de webinar. Au bout d'1 an, ben, en fait, il y a un peu plus de permanence. Donc, ça veut dire que d'un point de vue statut fiscal, ça va engendrer des choses un petit peu différentes. Encore une fois, tout dépend des règles de droit fiscal dans le pays où on télétravaille, qui n'est pas la France. En sécurité sociale, ça dépend. Encore une fois, là, ça ne va pas forcément changer grand-chose. En immigration, ça peut avoir un impact. Une personne qui est dans un pays plus d'1 an, ça peut générer un statut différent, une appréciation différente des conditions de résidence, de séjour et de travail, etc., etc. Donc, au bout d'1 an, oui, ça peut enclencher des choses, mais tout dépend de quoi on parle et tout dépend du pays dans lequel on travaille, qui a ses propres règles. Et ça, on va le regarder par rapport à ces règles étrangères, en fait. Donc voilà, je donne un aperçu un peu général. Merci. Merci beaucoup, Guénaëlle et Isabelle. On va clore, mais on répondra à vos questions en direct par la suite, n'hésitez pas.
à nous questionner sur les différentes, sur vos différents sujets à vous. Merci pour votre partage d'expérience et votre expertise. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur ce sujet complexe du télétravail à l'international et surtout sur les solutions possibles. Et j'espère qu'on a réveillé aussi chez vous l'enthousiasme de proposer cette offre collaborateur à vos salariés. Merci, je vous souhaite bon appétit à tout le monde et n'hésitez pas à nous appeler pour en savoir